Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons devoir consacrer cette émission de manière particulière sur le droit. Nous allons aborder des questions majeures qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Je reçois pour vous sur ce plateau Maître Nicolas Kizito, avocat après la cour d'appel de Matete. Avec lui, nous allons vraiment parler de droit en long et en large. À qui je dis bonjour et bienvenue, maître. Bonjour, merci mon cher frère journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors j'aimerais, comme nous parlons aujourd'hui du droit, votre lecture du droit en RDC. Est-elle malade, morte ou encore elle bat de l'aile? Les droits en République démocratique du Congo en lui-même, il n'est pas malade parce que les droits c'est une notion, c'est une notion de science, c'est une science humaine en fait. Le droit en tant que science est une science humaine. Cette science n'est pas malade dans la mesure où le droit il est nourri de beaucoup d'éléments, il est nourri de beaucoup de sources qui alimentent son existence, son essence. Donc de sorte que je ne peux pas à proprement parler dire que le droit dans notre pays serait malade parce que le droit lui-même en tant que science dans notre pays est émaillé de plusieurs sources. Nous avons une constitution qui réglemente les institutions de notre pays. Nous avons les lois organiques qui sont assez abondantes. Nous avons plusieurs décisions de justice qui constituent la jurisprudence de notre pays, la justice de notre pays. Nous avons des grands professeurs, des grands docteurs en droit dont les écrits servent des sources d'inspiration pour l'application du droit sur l'espace de notre pays. Nous avons également la pratique quotidienne qui permet de comprendre tant soit peu comment fonctionne le droit congolais. Donc je ne crois pas que le droit en lui-même soit positif, sauf si vous pensez faire la nuance entre le droit et la justice. Alors, il y a une différence entre le droit et la justice. Bien sûr, le droit est une notion, est une science. Mais la justice est un domaine réservé au troisième pouvoir de l'État, au troisième pouvoir classique. Alors, en son temps, le président de la République avait dit que notre justice, ou encore la justice était malade. Et il y a eu avancée ou bien nous sommes en train de stagner? Donc, vous comprenez donc que le chef de l'État a plutôt parlé de la justice qui était malade et non du droit qui serait malade. Donc, le président de la République avait probablement toutes les raisons de dire ce qu'il avait dit là. Je crois que en raison du fait qu'en tant que garant de la nation, en tant que magistrat suprême, il est censé dire des choses qui puissent contribuer à inciter les acteurs de la justice à bien faire leur travail. Donc, je crois que ce sont des déclarations motivatrices, à caractère motivateur, n'est-ce pas, pour inciter les acteurs de l'appareil judiciaire à abonir leur façon de faire les choses, donc à améliorer leur façon de faire les choses. C'est un peu comme un père de la famille qui se trouve face à ses enfants qui obtiennent de temps en temps 55%, 65%. On ne peut pas dire qu'un enfant qui a décroché 65% à l'école, qu'il serait un enfant à cerveau malade. Mais je crois que si le père des familles dit à cet enfant que je ne suis pas satisfait de tes points, de ton pourcentage à l'école, il faut faire mieux que ça. Je crois que c'est dans le but de l'inciter à aller beaucoup plus loin que le fait d'avoir 65%. Je crois que c'est dans ce contexte-là que le président de la République a dû affirmer devant tout ce que notre justice serait malade. Est-ce que le fait d'inciter la justice à bien faire les choses, ça peut quand même changer quelque chose jusque-là? Il y a des avancées significatives que nous pouvons remarquer dans notre justice? Oui, je crois qu'il y a des avancées assez particulièrement significatives dans la mesure où, vous savez, il y a une époque très reculée de l'histoire de notre pays, de la justice de notre pays. Les justiciables souffraient généralement du temps que prenait
les juges pour rendre des décisions de justice après la prise en délibéré des affaires devant les cours et tribunaux. Vous voyez, il y a des affaires qui pouvaient prendre 6 mois avant qu'une décision de justice ne soit rendue. Mais avec le temps, on se rend bien compte que, surtout depuis les 2 dernières années, je me rends bien compte que le juge commence à s'efforcer à rendre des décisions de justice dans les délais plus ou moins raisonnables parce que sur base des dispositions de l'article 19 de notre Constitution qui recommande que chaque justiciable, chaque personne, chaque Congolais a le droit que sa cause soit entendue et jugée dans un délai raisonnable. Et à une époque reculée de l'histoire, comme je venais de le dire, les délais raisonnables n'étaient plus au rendez-vous dans la manière dont la justice était rendue dans notre pays, de sorte qu'on pouvait assister à une léthargie judiciaire qui faisait que plusieurs justiciables devaient voir leurs décisions, devaient voir leurs affaires déboucher à une décision de justice après 6 mois, 7 mois, des fois même après 1 année ou 1 année et demie de prise en délibéré. Mais je crois que le juge s'efforce tant soit peu à améliorer cette situation-là en prenant du sérieux dans les temps qu'ils prennent pour rendre des décisions de justice après la prise en délibéré. Je crois que à ce titre-là, on peut dire qu'il y a amélioration. Il y a amélioration. Qu'en est-il alors de... Est-ce que la justice est équitable aujourd'hui? Tout le monde est, comme on dit, vous dites en droit, ou voilà, tout le monde est, comment on le dit, est équitable devant la loi. C'est comme ça que ça s'est dit en droit. Oui, parce que nul n'est censé ignorer, nul n'étant censé ignorer la loi. Il faut reconnaître que la loi est formelle, la Constitution est formelle. On sait que toutes les personnes ici dans notre pays doivent se trouver sur le même pied, sur les pieds d'égalité, de sorte que personne n'étant au-dessus de la loi, toute personne qui contrevient à ce que dit la loi, commet une infraction, fera naturellement face à la justice. Je crois que notre pays a fait une démonstration de cette réalité-là en déférer des notoriétés politiques, des notoriétés scientifiques devant les cours et tribunaux. Je crois que ce sont des exemples assez patents qui prouvent, qui établissent que réellement les juges font leur travail dans le respect strict de l'égalité de chaque Congolais devant la loi et devant la justice. À une époque reculée de l'histoire, on ne pouvait pas s'imaginer un directeur du cabinet d'un président de la République être jugé devant le public en direct à la télévision. On ne pouvait pas s'imaginer dans notre pays un ministre de la Justice être jugé en public devant les gens. Donc, je crois qu'au vu de ces différentes réalités, je crois que la justice est en train de s'abonir petit à petit. Très bien. Alors, parce que nous sommes en train de parler du droit, nous sommes en train de parler de la justice. Parlons un peu, prenons un peu, parce que vous avez parlé du ministre de la Justice. J'aimerais évoquer un peu ce cas ici. Le ministre de la Justice est justiciable dans quelle instance? Mais il y a eu un procès public médiatisé, donc ce n'est pas aujourd'hui le 13 septembre 2025, après tout un procès médiatisé, relayé à travers toutes les médias, les masses médias, que je dois venir vous dire devant quelle juridiction il était censé être traduit. Mais parce qu'il a déjà été jugé. Vous ne pensez quand même pas que ceux qui l'ont jugé ont été personnellement incompétents de les juger. Mais maître, vous êtes un homme de loi, vous connaissez bien le droit. Alors, selon le droit... Non, mais le procès qui venait de se dérouler parle de lui-même. Le procès qui venait de se dérouler et qui a été médiatisé par vous tous parle de lui-même. Le ministre de la Justice honoraire a été
juger devant la Cour de cassation. Je ne crois pas qu'une cour comme la Cour de cassation pouvait se permettre d'organiser un procès tout en se sachant personnellement incompétent. Donc je crois que l'effet parle de lui-même. La Cour de cassation a été incompétente de juger l'ancien ministre. Je ne dis pas ça. Je dis que à partir du moment où nous avons constaté que la Cour de cassation, la plus haute cour de notre pays, a organisé un procès contre le ministre de la Justice qui a été poursuivi pour des faits infractionnels commis dans l'exercice de sa fonction en tant que ministre de la Justice, il va sans dire que c'est la Cour de cassation, ce sont les juges de la Cour de cassation qui sont son juge naturel. Selon la Constitution, dans son article 152, le ministre de la Justice, par rapport aux actes, il est jugé au Conseil d'État. Non, je crois qu'il faut relire cette constitution. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la leçon à ce qui s'est passé devant la Cour de cassation. Mais je crois que la constitution prévoit que le ministre de la Justice est justiciable devant la Cour de cassation. Il faut relire assez profondément la constitution et vérifier dans quel contexte le ministre de la Justice serait justiciable devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État est une juridiction administrative, pas une juridiction susceptible de juger quelqu'un en matière infractionnelle. Mais le ministre de la Justice avait commis des forfaits administratifs. Non, le ministre de la Justice n'a pas été poursuivi pour des faits administratifs. Le ministre de la Justice a été poursuivi pour détournement de fonds. Non, il a été poursuivi pour tentative de détournement des fonds publics. Mais les erreurs qui ont été commises par le ministre de la Justice étaient les erreurs administratives qui ont fait l'objet de l'analyse de cette infraction-là ont fait partie de ce que la Cour de cassation a jugé comme faisant partie des éléments constitutifs, comme faisant partie des éléments à partir desquels on peut déduire, n'est-ce pas, un des éléments constitutifs de l'infraction des détournements ou de l'intention de détourner, des tentatives de détournement des fonds publics. Donc, le ministre de la Justice n'a pas été poursuivi pour des faits administratifs. Il a été poursuivi pour des faits infractionnels, n'est-ce pas, tels que réprimés par les textes légaux. Et l'analyse des erreurs administratives a été réalisée dans le but de dégager les éléments constitutifs de cette infraction-là. Vous, en tant qu'avocat, après avoir suivi le procès de l'ancien ministre de la Justice, est-ce que le droit a vraiment été dit comme il se doit? Bon, je crois que la Cour de cassation fait partie la Cour de cassation fait partie du troisième pouvoir judiciaire. Donc, quand le pouvoir judiciaire a posé ses actes, ce sont des actes qu'il faut impérativement respecter, des actes face auxquels il faut naturellement s'incliner. Je crois que il ne me revient pas à moi, avocat, partenaire de la justice, de prétendre que la Cour n'aurait pas rendu sa décision. Il s'agit d'une vérité judiciaire face à laquelle nous nous trouvons. Mais vous, en tant que vous êtes avocat, je sais qu'il y a un adage qui dit les loups entre eux ne se mangent pas. Alors, il y a quand même une... Qui sont ces loups? Oui, ça veut dire que quand vous êtes avocat, mais dans le cas d'espèce, vous ne pouvez prendre position que pour les juges qui étaient dans l'affaire du ministère de la Justice. Prenons par exemple un exemple, parce que certaines personnes estiment que c'était plutôt un procès de règlement de compte. L'ancien ministre des Finances, il est passé sur les antennes de télé pour dire que par rapport au détournement, et on détourne, il a dit si haut et fort que nous détournons, voilà, le système, comment ça se passe. Mais il n'a pas été inquiété.
Mais celui qui n'a pas détourné, même pas un franc de la République, on dit bien que, voilà, on a des soupçons. Et il n'y a pas eu de preuves tangibles comme ça que la personne a détourné l'argent et bel et bien là. Comment est-ce qu'on peut arrêter celui-là qui a détourné, qui est avéré, mais que celui qui n'a pas détourné, on doit l'arrêter? Bon, la responsabilité incombe essentiellement au ministère public de faire son travail. Le pouvoir judiciaire qui n'est dévolu qu'au juge ne se saisit pas, n'est-ce pas, de ceux qui sont soupçonnés ou de ceux qui sont suspectés d'avoir commis une éventuelle infraction. Le juge, dans l'exercice de sa profession, il se saisit des affaires qui lui sont déférées par le ministère public. Donc, c'est au procureur général qu'il faut poser la question de savoir pourquoi il s'intéresse à tel justiciable et non à tel autre justiciable. C'est en fait ça la réalité judiciaire. Donc, il faut peut-être poser la question de savoir au procureur général pourquoi il a fait ce que vous avez l'intention d'appeler deux poids, deux mesures en poursuivant l'un et en ne poursuivant pas l'autre justiciable. Mais le juge, lui, il fait son travail parce qu'il n'y a que le juge qui est détenteur du pouvoir judiciaire. Donc, le juge a fait le travail qu'il était censé faire. Lorsque le juge reçoit une requête aux fins de fixation des dates d'audience, une requête dans laquelle les faits infractionnels contre une personne sont énumérés, le juge instruit l'affaire à son niveau. Et dès que le juge de cette instruction se fait la conviction que les faits pour lesquels le ministère public poursuit un tel justiciable, ces faits-là sont établis, n'est-ce pas? Il va de soi que le juge prononce une condamnation en se fondant naturellement sur son intime conviction. La condamnation qu'a subie l'ancien ministre de la Justice est-elle correcte? Comme par exemple l'exécution sur la peine des travaux forcés, ainsi de suite. Êtes-vous d'accord à cette condamnation et la privation de vote, d'exercer les fonctions pendant cette longue période est-elle... Bon, je venais de vous dire que nous sommes face à une vérité judiciaire. C'est-à-dire que c'est la vérité que le juge considère que nous pouvons prendre en considération. Il s'agit d'une vérité, il ne s'agit pas d'une vérité biblique ou d'une vérité religieuse ou d'une vérité des cœurs de la population ou des uns et des autres. Chacun peut avoir son point de vue sur tel fait ou tel autre fait. Mais le juge, quand il rend sa décision, n'est-ce pas, le juge nous place devant une vérité judiciaire face à laquelle on ne sait pas, contre laquelle on ne peut pas se dresser. Donc on se contente de cette vérité judiciaire coulée dans une décision de justice. Donc je crois que, à mon humble avis, les juges ont fait ce qu'ils pensent être juste selon leur intime conviction. Y a-t-il une différence qui existera entre l'exécution de la peine de travaux forcés et la peine de servitude pénale? Oui, bien sûr, c'est deux peines différentes. Il y a plusieurs peines, je crois qu'il y en a 4 prévues par notre code pénal congolais, livre premier. Donc la loi de janvier 1940, le décret du mois de janvier 1940, le pourtant code pénal. Et parmi les différentes peines, la peine de mort, la peine de servitude pénale, la peine des travaux forcés, les amendes, ainsi de suite. Donc la peine des travaux forcés et la peine de servitude pénale sont des peines totalement différentes qui ne sont pas censées être exécutées de la même manière et qui ne doivent d'ailleurs pas être exécutées de la même manière. La peine des travaux forcés, comme le mot le dit, c'est une peine des travaux qu'on vous impose à réaliser. La peine des travaux forcés est une peine des travaux qu'on vous impose à réaliser pour l'intérêt public. Tandis que la peine de servitude pénale est une peine qui se traduit en la privation des libertés.
Ce qui n'est pas le cas avec la peine des travaux forcés. Les travaux forcés, ce sont des travaux qu'on vous impose à réaliser pour l'intérêt public. On peut vous demander de commencer à balayer les boulevards du 30 juin chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi, chaque jour pair. On peut vous demander de commencer à nettoyer les installations du palais de justice chaque samedi soir. On peut vous demander, évidemment, donc jusque-là, il n'y a pas une loi qui a organisé les modalités de l'exécution de cette peine. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de la peine des travaux forcés. Ce sont des travaux qu'on vous impose de faire pour l'intérêt général. On peut vous imposer de faire les champs pour l'intérêt général. Cette peine-là est déjà applicable. La peine est difficilement applicable au stade actuel de notre législation parce que jusque-là, il n'y a pas un texte qui a été promulgué, élaboré et promulgué en rapport avec les modes d'exécution de cette peine-là. Alors pourquoi ça souffre que les textes soient mis en place? C'est le travail du pouvoir exécutif et législatif notamment. Il faut que le président de la République et le Parlement travaillent là-dessus afin de combler ces vides juridiques. Très bien. Alors, maître, nous allons passer par ce que nous sommes toujours en train de parler du droit. Aujourd'hui, nous sommes, sans pour autant l'oublier, il y a le confrère, aussi un acteur politique majeur. Il a été emprisonné. Voilà. Oui. Alors, est-ce, en la personne de Jacques Ndala, est-ce un règlement de compte, voilà, sa personne, ou bien c'est seulement le droit? Parce que en son temps, Jacques Ndala avait tout simplement dénoncé les faits qu'il a lui-même dit qu'il a été sodomisé. Est-ce quelqu'un qui dénonce les faits peut être arrêté et puis emprisonné pour une dénonciation? Bon, d'abord, je crois qu'il y a eu un procès à ce sujet contre M. Jacques Ndala, si je ne me trompe pas. Selon les éléments d'information à ma possession, il y a eu un procès qui doit avoir probablement abouti à un jugement. C'est un dossier auquel je ne me suis pas intéressé. Un procès qui est allé comme à la va-vite. Oui, mais c'est la diligence qui doit caractériser un procès pénal. Le procès pénal est caractérisé par la rapidité, avec la célérité avec laquelle il doit être organisé. Le procès pénal ne doit pas prendre beaucoup de temps parce que le justiciable doit connaître son sort le plus rapidement possible. S'il est censé être condamné, il doit le savoir le plus rapidement possible. S'il est censé être acquitté, il doit également être mis au courant le plus rapidement possible. Tout cela, c'est sur fond de ce que je venais d'évoquer par rapport à l'article 19 de notre Constitution. La Bible dit que chaque personne a le droit que sa cause soit entendue et jugée dans un délai raisonnable. Et particulièrement pour les procès pénals, il va de soi que, puisque c'est un procès qui menace les libertés individuelles, ce sont des procès qui doivent aller aussi rapidement que possible. De sorte qu'en matière pénale, on peut plaider l'affaire le jour même où le juge est saisi sur exploit régulier dans le tribunal. Donc, M. Jacques Ndala a été certainement condamné selon les informations à ma possession. Et si cela est avéré, c'est-à-dire qu'il a été condamné, donc il y a eu certainement une instruction. Et s'il y a eu instruction, donc il y a eu un débat contradictoire devant le juge. Et à l'issue de ces débats contradictoires, les juges se sont fait la conviction que les faits pour lesquels M. Jacques Ndala était poursuivi sont des faits avérés selon leur intime conviction. Et là encore, nous sommes face à une vérité judiciaire face à laquelle on ne sait pas se dresser par des moyens autres que ceux prévus par la procédure pénale. Pourquoi est-ce que les juges ne lui ont pas soumis à un test ou à un examen
pour prouver ces allégations que qui étaient vraies. Non, 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 non. Quel genre de tests on devait soumettre? À quel genre de tests on devait... Il dit qu'il a été sodomisé. C'est lui, Jacques Ndala, qui devait prouver. Parce que Jacques Ndala n'est pas poursuivi de sodomie. Jacques Ndala est poursuivi pour infraction de faux bruit. C'est de ça qu'il était poursuivi. Il est poursuivi. Le fait de dire que les services m'ont sodomisé. Il a été poursuivi pour infraction de faux bruit. Devient une infraction. Alors, lui, c'est lui qui avait dit des choses assez graves, des choses particulièrement graves, à charge des services, des agents de service de l'ANER. Donc, c'était une accusation. Oui, c'était une imputation en fait. La personne qui a commencé, c'était Madame Denise Dissocho, qui a dit que voilà comment les services fonctionnent. D'ailleurs, Jacques Ndala, vous savez tous qu'il est devenu comme une femme, on a abusé de lui. Mais elle-même, Dissocho, je crois qu'elle avait été poursuivie pour imputation dommageable. Donc il y a eu 2 procès qui ont évolué parallèlement dans cette affaire-là. Et concernant M. Jacques Ndala, il a été poursuivi pour faux bruit. C'est-à-dire, M. Jacques Ndala est passé sur Internet. Je crois qu'en 2022 ou 2023, j'ai suivi quelques-unes de ses vidéos sur TikTok. Donc, il a été poursuivi pour des imputations particulièrement graves. On sait qu'il aurait été sodomisé par les agents de l'ANER. Alors, pour tenir ce genre de propos devant le média, il faut avoir des preuves. Parce que si vous n'avez pas de preuves, des dénonciations que vous êtes en train de formuler contre des personnes, ces dénonciations-là, ces accusations-là, sont des imputations dommageables et réprimées par le code pénal. Parce que le code pénal, le législateur s'est organisé pour que dans le code pénal, chaque individu arrive à discipliner sa langue. Parce que la langue est un petit membre d'après la Bible, mais qui peut vous servir à brûler tout un pays. Et donc, Jacques Ndala a été poursuivi pour faux bruit. C'était à lui de prouver, de démontrer qu'il a été sodomisé. Et il ne suffit pas de prouver que vous avez été sodomisé. Il faut prouver que vous l'avez été par les personnes que vous avez évoquées. Vous comprenez? Donc, il devait, avant de tenir des propos devant les médias, il devait commencer d'abord par se rassurer qu'il en a des preuves. C'est-à-dire que celui qui devait s'organiser à réunir les éléments de preuve par des moyens médicaux, des preuves indicielles qui établiraient qu'il a été effectivement sodomisé, parce que les preuves les plus crédibles en matière de viol, ce ne sont pas des déclarations. Les preuves les plus convaincantes en matière de viol, ce sont des preuves indicielles. C'est-à-dire que lui, M. Jacques Ndala, devait, normalement, avant de passer dans les médias, devait s'organiser à réunir les éléments de preuve qui établissent qu'il a été violé. Et après avoir réuni les éléments de preuve qu'il a été violé, puisqu'il pointait du doigt les agents de l'ANER, M. Jacques Ndala devait réunir les éléments de preuve que ces viols-là sont... Ces différents viols, parce qu'il dit qu'il a été violé plusieurs fois, ces différents viols sont imputables aux agents de l'ANER. Parce que vous pouvez avoir été violé, mais il va rester la question de l'imputabilité. Est-ce qu'il a été violé? C'est vrai, on le lui concède, mais est-ce qu'il a été violé par les personnes qu'il est en train de pointer du doigt? Donc, ce sont ces genres de questions-là qu'il fallait qu'il s'organise à pouvoir répondre devant la justice. Et quand il ne sait pas répondre à ces questions devant la justice, ces différentes déclarations devant les médias deviennent constitutives de faux bruits, à la limite d'imputation dommageable. C'est-à-dire qu'il suffit que dans son discours, que des personnes ciblées aient été nommément indiquées par M. Jacques Ndala, on serait carrément face à une infraction d'imputation dommageable. Parce que pour une infraction d'imputation dommageable, il faut qu'il y ait une victime individu, une personne physique. Mais puisqu'il ne pointait pas des personnes particulièrement comme ça physiquement, il pointait une structure de sécurité présidentielle. Et donc, il était poursuivi pour avoir été coupable de l'infraction de faux bruit. Alors, la question de savoir, est-ce que
M. Jakindala a été en mesure de démontrer qu'il avait raison. Il a pu prouver qu'il était violé. Et après avoir prouvé qu'il était violé, est-ce qu'il a pu prouver qu'il était violé par les personnes auxquelles il a fait allusion? S'il a été aujourd'hui, s'il est dans cet état, c'est parce qu'il a été incapable de prouver. S'il est dans quel état? Aujourd'hui, il a été condamné après le procès. Ça veut dire qu'il a été incapable de prouver. Oui, certainement, parce que le ministère public qui le poursuivait, lui, avait des preuves. Il avait des preuves de déclarations tenues par Jakindala. Donc le ministère public n'avait pas beaucoup de difficultés de prouver la culpabilité de Jakindala. Parce qu'il avait des vidéos dans le procès. Que voici ce que tu as dit devant tes pages Facebook et tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux qui existent. Donc le ministère public, en ce qui les concerne, n'avait pas de difficulté de prouver l'infraction de faux bruit de M. Jakindala. Mais est-ce que M. Jakindala avait les éléments pour renverser la tempête du ministère public? C'est une question qui doit être restée irrésolue devant le juge, qui n'avait pas d'autre alternative que de prononcer la sentence de condamnation au vu des éléments de preuve produits par le ministère public. Dans le cas actuel où son état est en train de dégringoler, que dit la loi? Parce qu'il serait dans une situation beaucoup plus difficile, malade. Voilà. Bon, jusque-là, je n'ai pas des éléments médicaux à ce sujet. Qui demande à ce qu'il fasse vraiment se faire soigner d'urgence, on dirait on le lui refusait. Non, je crois qu'en tout humanisme, s'il s'avère qu'il est vraiment malade, il doit être pris en charge par les services de santé. Je crois que au centre pénitentiaire des Makala, je crois qu'il y a un hôpital, qui sert souvent à prendre en charge les prisonniers et les détenus. Donc je crois qu'il a le droit d'être pris en charge sur le plan de sa santé. Changeons de chapitre, et c'est par là que nous allons boucler cette émission. Maître Nicolas, le président de la République est aujourd'hui, selon le droit congolais, est-il justiciable? Et si oui, dans quelle instance? Le président de la République est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Donc s'il s'avère qu'il est soupçonné de malversation ou de quelques infractions dans l'exercice de sa fonction, n'est-ce pas, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Si il a un litige qui porte sur des faits étrangers à sa fonction de président de la République, il sera justiciable devant les juridictions matériellement compétentes pour cette question-là. Par exemple, s'il est dans une procédure de reconnaissance d'un enfant adoptif, ou une procédure de succession, ou une procédure qui touchant aux droits de la famille, il sera justiciable devant la juridiction matériellement compétent par rapport à cette question face à laquelle il se trouverait. Mais pour des faits commis dans l'exercice de sa fonction de président de la République, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et même après ses fonctions, il est toujours justiciable devant la Cour constitutionnelle. S'il est poursuivi pour des faits qui ont été commis dans l'exercice de ses fonctions. Alors, quand il est poursuivi dans les faits, et en dehors de ses fonctions. S'il est poursuivi par des faits qui sont en dehors de ses fonctions, ça, je ne suis pas fixé là-dessus. Qu'en est-il alors de l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Aujourd'hui, il a été poursuivi, il a été même condamné en droit, aujourd'hui, droit congolais. Ce procès devrait-il vraiment avoir lieu ou bien c'était voilà? Non, mais bon, le ministère public du parquet militaire de l'auditorat général supérieur, il a jugé bon d'engager des poursuites contre l'ancien président
de la République pour des faits infractionnels qui lui sont reprochés. Donc la justice est en train de faire son travail, de sorte qu'à partir du moment où le procès est encore en cours, on doit attendre l'aboutissement de ce procès qui va déboucher certainement à une décision de justice. Dès que le juge se sera dessaisi par une décision de justice, on pourra émettre nos points de vue et des commentaires à ce sujet. Il n'est même pas permis de commenter un procès en cours. Mais maître, si dans le cas actuel, parce que vous avez dit jusque-là, on n'a vraiment pas d'instance capable de juger un ancien président de la République et sénateur à vie. Comment est-ce que nous sommes en train de forcer, moi je dirais carrément, nous sommes en train de forcer les choses d'une certaine façon. Non, je crois qu'il y a une loi de 2018, si je ne me trompe pas, une loi portant le statut des anciens chefs de l'État. Donc je crois que si vous m'invitez à un autre numéro, on pourra essayer de discuter uniquement sur cette loi-là, sur le contenu de cette loi portant le statut des anciens chefs de l'État, sans que nous puissions nécessairement parler sur le procès concernant l'actuel ancien chef de l'État à partir du moment où le procès est encore en cours d'exercice. On ne peut pas émettre, un avocat ne peut pas commenter sur un procès qui est encore en cours devant le cours des tribunaux. Je me suis permis de donner un commentaire sur le procès de Jacques Ndala parce que le juge s'est déjà dessaisi par une décision de justice. Et au sujet du procès de l'ancien ministre de la Justice, avec qui j'ai compatis d'ailleurs, le juge a été déjà dessaisi par une décision de justice. Concernant le procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, je crois que le juge était censé se prononcer le lundi dernier, je crois le vendredi dernier. Il y a eu réouverture des débats à la demande des parties civiles parce qu'il voudrait faire entendre un certain nombre de témoins. Je crois 3 ici que les traces des transactions bancaires, quelque chose comme ça. Donc on attend, dès que le juge se sera dessaisi par un arrêt, on reviendra pour discuter sur le contenu de ces procès. Alors, est-il possible en droit, parce que cette émission a aussi un caractère pédagogique, comme les avocats de la partie défenderesse ne s'est pas présenté. C'est possible d'aller comme ça en procès contre la personne? Bon, encore une fois, je ne sais pas émettre un commentaire sur un procès qui est encore en cours. Tout ce que je sais, c'est que la procédure par défaut est une procédure prévue par notre code de procédure pénale. L'article 72 du code de procédure pénale prévoit que si le prévenu ne comparaît pas en personne, il est jugé par défaut. Et être jugé par défaut, ça ne veut pas nécessairement dire être condamné par défaut. Ça dit que même en votre absence, le juge doit instruire, il doit examiner les faits qui sont soumis à son examen et analyser les faits, entendre la partie accusatrice, examiner les faits qui sont déférés devant lui et tirer de ces faits-là son intime conviction. Si des faits, des analyses organisées pendant les procès, émises pendant les procès, si des éléments présentés par la partie civile, le juge tire sa conviction qu'il est difficile que le prévenu soit coupable à 100%. Le juge doit acquitter parce que le juge ne doit condamner que devant des preuves parfaites. Si le juge n'est pas face à des preuves parfaites, il ne doit pas prononcer la condamnation parce que le juge, pour qu'il prononce la condamnation, il doit se rassurer qu'il est impossible que le prévenu soit innocent. Voltaire a dit que si face à 1000 preuves, qui établissent que le prévenu est coupable, il existe une seule preuve qui semble démontrer qu'il est possible que le prévenu soit innocent, cette seule preuve-là doit balancer les 1000 autres au profit du bénéfice du doute dont doit bénéficier, n'est-ce pas, le prévenu.
Parce que les prévenus, pour qu'ils soient condamnés, il faut que le juge se rassure qu'il est impossible que les prévenus soient innocents. Quels sont les faits pour lesquels l'ancien président de la République est poursuivi? Je crois que selon les informations à ma possession, il serait poursuivi pour trahison, pour, je crois, assassinat, meurtre, des trucs comme ça. Donc pendant l'exercice de ses fonctions ou bien après l'exercice? En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore eu le temps de suivre l'analyse des faits infractionnels pour lesquels il est poursuivi. Les quelques séquences de vidéos que j'ai suivies, ça portait sur les débats autour de sa filiation avec l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila. Mais les débats de fond, par rapport à sa nationalité aussi, les débats de fond pour les faits, concernant les faits pour lesquels il est poursuivi, je ne l'ai pas encore suivi, je n'ai pas eu le temps de le suivre. J'ai pu avoir quelques vidéos qui contenaient les débats sur sa nationalité ainsi que sur sa filiation avec celui dont on dit qu'il ne serait pas son père. Parce que vous êtes avocat, vous avez aussi tant d'informations qui ne sont pas à la portée de tous. Est-ce l'ancien président Joseph Kabila est-il congolais ou non? Bon, je crois que pour être président de la République, d'après notre constitution, parmi les conditions cruciales, il faut être de nationalité congolaise. Je crois que Kabila a été président dans notre pays depuis 2001 ou 2002. Et il y a eu les élections en 2006. Il a été voté président. Et il y a eu des élections en 2011. Il a été voté président. Je ne sais pas si on devrait dire que c'est un étranger qui a fait la passation des pouvoirs à un nationaliste. Donc, je suis très mal à l'aise à m'engager dans cette turbulence. Maître Nicolas, parce que vous dites que pour assumer les fonctions du président de la République, il faut avoir la nationalité congolaise. Mais comment est-ce que vos collègues, je prendrai l'exemple, non, je prendrai le maître Bondo. Maître Bondo qui a dit que Kabila n'était pas congolais, qu'il serait un sujet rwandais. Est-ce que le droit n'est peut-être pas en train de laisser la place, voilà. Curieusement, c'est l'ironie de la coïncidence parce que Maître Richard Bondo, je venais de parler avec lui dans votre couloir pendant que j'entrais ici parce que j'occupe conjointement avec lui dans plusieurs affaires devant les causes et tribunaux de Kinshasa Gombe, devant les palais de justice, notamment le tribunal TGI et Tripé et puis la cour d'appel de Gombe. Donc c'est un avocat vertébré, distingué, chevronné, que je respecte beaucoup. Donc ce sont des anciens pour qui on a beaucoup d'estime et beaucoup de révérence, de déférence. Donc je crois que l'avocat étant indépendant, ça fait partie des règles de déontologie. L'avocat est indépendant. Je crois que Maître Bondo a la liberté qui lui est reconnue non seulement par la Constitution, mais aussi par nos règles professionnelles, d'émettre son avis selon son intime conviction. Mais comme je viens de vous dire, moi je me réfère au fait que Kabila a été président de la République dans ce pays à 3 reprises. C'est que ces convictions-là ne rencontrent pas la loi fondamentale. Justement, donc il va falloir que j'écoute Maître Bondo, Richard Bondo, sur la manière dont il est en train de rendre compatible sa dénégation sur la nationalité de M. Joseph Kabila et la réalité face auquel on s'est retrouvé à 3 reprises avec un supposé étranger diriger la République démocratique du Congo à 3 reprises, c'est-à-dire en 2001, en 2006 et en 2011 jusqu'en 2018. Donc je ne suis pas responsable de l'analyse menée par Maître Richard Bondo. M'embarquer dans cet exercice-là, je serais en train de plaider par procureur. Maître Nicolas Kizito, je vous dis merci de répondre à notre invitation ce jour. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat après la cour d'appel
de Matete. Et Je suis Congo d'abord central. avocat au barreau de Congo central, Et- donc près la cour de Congo central, et ensuite l'avocat près la cour de Kinshasa Matete. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre et abonnez-vous sur notre chaîne, vous qui nous suivez sur YouTube. Passez un bon week-end, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans un nouveau numéro. Au revoir.